Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. L'affaire Lamine Diack au menu de notre rendez-vous de ce soir. Le coordonnateur du Forum du Justiciable est notre invité, Babacar Ba. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Vous êtes aussi juriste consultant. Votre comité de suivi séjourne à Paris présentement, où il a déposé une plainte auprès du procureur du pôle financier aux fins de faire la lumière sur l'argent russe qui aurait financé la campagne contre le président Abdoulaye Wade en 2012. Où en êtes-vous exactement? Effectivement, Mamadou. Donc, pour éviter que cette affaire tombe dans un oubli qui peut tenir en tout cas l'image de notre pays, mais également face quand même au silence assourdissant en tout cas des autorités habilitées. Donc, on avait dépêché quand même une délégation dirigée par la porte-parole Hawa Abdulba, en tout cas pour rencontrer le procureur financier de Paris, parce qu'il a été saisi en tout cas d'une plainte pour discuter, en tout cas évaluer la procédure par rapport à cette plainte, mais également pour discuter du cas de Massata qui présentement est retranché, Pape Massata Diack qui présentement en tout cas est retranché sur le sol sénégalais, pour essayer de discuter de tout ça, mais également au besoin de commettre un pôle d'avocats. Que voulez-vous pour Pape Massata Diack? Parce qu'effectivement, vous savez, Pape Massata Diack, en tout cas, il a été cité dans cette affaire et il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé. Donc nous sommes des patriotes, nous voulons en tout cas qu'il ne soit pas extradé. Mais si vous décidez de ne pas extrader, il faudrait quand même ouvrir une information judiciaire. Il a déjà été entendu. Bon, c'est ce qu'on dit. Pendant de longues heures. Effectivement, d'ailleurs, on salue cette démarche qui a été posée. Donc, mais quand même, on aurait souhaité à ce que l'affaire soit vraiment approfondie. Mais comment avez-vous été accueilli concrètement en France? Voilà, donc le comité qui s'est déplacé le samedi, donc mardi en tout cas, on a été reçu, et très bien reçu même par le pôle financier. Donc, sauf qu'on nous a notifié qu'il fallait quand même le comité prendre, en tout cas, essayer de trouver un pôle d'avocats, parce que en tout cas, suivant la procédure, la communication se fera par l'avocat en tout cas du comité. Donc, ce qu'on a accepté, et on a décidé quand même de prolonger le séjour du comité, parce que normalement le comité devrait rentrer sur Dakar mercredi. Donc on a prolongé le séjour du comité dans l'optique quand même de constituer un pôle d'avocats. Et ce matin, on a pu quand même décrocher des avocats. Donc, qui sont-ils? Maître Tine, l'autre je ne le connais pas. Abdoulaye Tine. Donc, des avocats sénégalais. Des avocats sénégalais. Parce qu'on a, comme on est des Sénégalais, on a choisi quand même de travailler avec les avocats sénégalais. Maintenant, normalement demain, le comité et ces avocats-là vont rencontrer le procureur financier de Paris. Avant cette plainte de Paris, vous en avez déposé également à Dakar auprès du parquet, également auprès de l'OFNAC. Est-ce que vous êtes optimiste? Cela fait quand même un moment, non? On n'est pas du tout optimiste. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, si vous regardez bien, avant que le comité dépose la plainte au niveau du parquet financier de Paris, on avait déjà déposé une plainte au niveau du procureur de la République, également au niveau de l'OFNAC. Mais jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas du côté du procureur de la République, il n'y a pas eu de réaction. OFNAC, en tout cas, nous a appelé le lundi. D'ailleurs, on a fait 4 heures d'audition. OFNAC nous a en tout cas manifesté son intention de prendre les devants et d'ouvrir une enquête par rapport à cette affaire. L'OFNAC s'est saisi de votre plainte. Effectivement, l'OFNAC s'est saisi de notre plainte. Oui. Ils nous ont appelés, donc le lundi. On a fait 4 heures d'audition, donc on a expliqué. Et eux aussi, et je salue de passage le commissaire Sarr, en tout cas tous les enquêteurs qui étaient là-bas, et éventuellement la directrice. Donc en tout cas, ils nous ont manifesté leur intention, leur souhait quand même de poursuivre cette affaire. Que cherchez-vous exactement dans cet activisme? Est-ce que vous ne risquez pas de contribuer à ce que certains appellent l'acharnement sur Lamine Diack et son fils Pape Massata? Voilà, donc ça aussi, je pense que c'est une question pertinente, parce que vous savez, aujourd'hui, contrairement en tout cas à ce que pensent beaucoup de Sénégalais, le comité de suivi ne s'acharne pas sur la personne de Lamine Diack. Le comité de suivi ne s'acharne pas sur la personne de Massata Diack. Je pense qu'au-delà, en tout cas, de la personne de Lamine Diack et de Massata,
en fait, cette affaire pose quand même une question fondamentale, le problème des financements illicites et occultes des partis politiques. Donc nous, ce que nous cherchons dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on dit halte au financement, au financement occulte et illicite des partis politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'affaire Lamine Diack quand même devrait servir de leçon et que l'État du Sénégal en tire toutes les conséquences. Et cela a été comme ça, en tout cas parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les démocraties contemporaines, cette question liée au financement des partis politiques a déjà été réglée. Si vous prenez aujourd'hui le cas de la France avant 1988, le financement lié, le financement occulte et illicite lié aux partis politiques, se sont multipliés. D'ailleurs, il y a même, même on a assisté à la condamnation de Henri Emmanueli, qui en tout cas il a été soupçonné, ou plutôt il a été condamné pour avoir financé de manière illicite, en tout cas le PS. Donc depuis cette affaire, la France en 1988 a maintenant décidé quand même d'adopter une loi juste pour essayer quand même de régler cette affaire-là, de financer les partis politiques. Donc je pense que ça a été maintenant, dans toutes les démocraties modernes, c'est comme ça. Donc je pense qu'avec l'affaire Lamine Diack, l'État du Sénégal devrait en tirer toutes les conséquences. Et d'ailleurs, c'est sur ce terrain-là qu'on attendait le président de la République par rapport à ces réformes-là. À ces réformes, mais on va en parler tout à l'heure. Cette affaire Lamine Diack, on sait aussi, est au centre d'une polémique entre Khalifa Sall, maire de Dakar, accusé d'avoir reçu de l'argent de M. Diack pour financer sa campagne lors des locales de 2009. Mimi Touré, ancien Premier ministre, porte l'accusation en lui demandant même de se justifier sur l'argent du dopage. Réaction vive des avocats de Lamine Diack qui somment l'ancien Premier ministre de retirer ses propos, sinon elle fera l'objet de poursuites. Quelle réflexion vous inspire toute cette affaire? Écoutez, donc je pense que c'était en tout cas l'occasion pour les autorités judiciaires habilitées à convoquer Mimi Touré et Khalifa Sall pour s'expliquer. Donc je pense qu'aujourd'hui, tant que les autorités judiciaires habilitées ne prennent pas l'affaire en main, c'est-à-dire essayer d'ouvrir une enquête, essayer quand même de faire, de situer les responsabilités, l'affaire ne sera pas réglée. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont prononcés, notamment le professeur Mbaou, donc il s'est prononcé, il y a le professeur Penda Mbaou, donc ils se sont prononcés. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'était l'idéal, en tout cas, pour les autorités judiciaires, d'appeler, ou plutôt de convoquer, en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont eu à se prononcer sur cette affaire-là, et puis de les entendre. Donc je pense qu'à partir de ce moment, que les responsabilités pourront être situées. Parce qu'il y a de l'argent qui a circulé, c'est votre conviction. Mais effectivement, parce que vous savez, Lamine Diack lui-même, il a fait un aveu de taille. Et l'aveu, quand même, c'est la reine des preuves. Donc c'est lui-même qui a dit, en tout cas, il a injecté, en tout cas en 2009 et 2012, de l'argent russe qui était le prix de l'étouffement des cas de dopage d'athlètes russes. Donc je pense que ça, aujourd'hui, personne ne peut le nier, personne ne peut le contester. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'État du Sénégal, le rôle des autorités judiciaires habilitées était quand même d'ouvrir une enquête pour que cette affaire soit vraiment élucidée. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas le citoyen lambda, c'est dans son devoir, dans son droit le plus absolu quand même, d'être édifié par rapport à cette affaire-là. Parce que je vous dis, Mamoudou, et je le répète, cette affaire, au-delà de la personnalité de Lamine Diack et de Massata, pose aujourd'hui le problème des financements occultes et illicites des partis politiques. Et aujourd'hui, tant que les partis politiques ne sont pas, en tout cas, tant que l'Occident, ou plutôt tant que les puissances étrangères continuent en tout cas de financer les partis politiques, nos chefs d'État ne seront jamais indépendants, parce qu'ils seront toujours redevables par rapport à l'Occident. Donc je pense que l'affaire Lamine Diack était la question idéale aujourd'hui pour légiférer sur le problème, en tout cas, des financements des partis politiques. Et dans quelle mesure cette affaire d'argent russe pourrait avoir un intérêt par rapport au référendum du 20 mars prochain? Mais d'abord, nous savons que ces référendums ont des enjeux. Aussi bien le courant du oui que le courant du non. Personne ne souhaiterait perdre quand même ces référendums. Donc aujourd'hui, je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas de fonds. Donc certainement, en tout cas, entre guillemets, ils peuvent quand même solliciter de l'aide venant de l'étranger. Donc je pense qu'aujourd'hui... financer leur campagne. Mais pourquoi pas? Donc je pense que c'était le moment opportun, en tout cas avec cette affaire-là, de régler en tout cas cette question. Parce que justement, il y a un point relatif au financement des partis politiques dans ces réformes proposées par le chef de l'État. Mais ce n'est pas tout à fait clair, Mamoudou. Qu'est-ce qui manque de clarté dans cette histoire? Moi, je pense que le président de la République pourrait le dire de manière claire.
et en fait sans équivoque que maintenant en tout cas les partis politiques seront quand même financés. Et là où il parle de moderniser les partis politiques, moi je leur conseille quand même de parler de rationalisation des partis politiques, mais également de parler du financement aujourd'hui des partis politiques. C'est ce qui va se passer, non? Vous pensez? Ah ben, je vous renvoie la question. Non, je ne pense pas. En tout cas, j'ai eu à étudier ce point-là, mais ce n'est pas tout à fait clair. Moi, je pense que, en tout cas, c'est pas clair à mon niveau. Je pense que cela pourrait être écrit, en tout cas, de manière vraiment claire, et qu'aujourd'hui, les partis politiques seront quand même financés. Très bien. Alors, il y a ce point relatif au financement, mais il y a aussi d'autres réformes qui sont préconisées. En tant que forum du justiciable, est-ce que vous voyez dans ces réformes? Vous savez, Mamadou, moi je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ces réformes-là, en tout cas, la question fondamentale n'a pas été posée. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est question, en tout cas, de parler de l'indépendance de notre justice. Récemment, vous avez vu que l'UMS a fait une sortie pour dénoncer aujourd'hui l'immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Qui parle de justiciable, parle de justice. Donc la justice vous préoccupe. Mais effectivement, en tout cas, nous, en tout cas, au niveau du forum du justiciable et au niveau du comité, c'est tout notre combat. Aujourd'hui, Mamadou, vous-même, vous en conviendrez avec moi que ces 2 dernières années, la justice a été vraiment agitée. Et qu'aujourd'hui, si l'on se rend compte que l'UMS lui-même, en tout cas, dénonce l'immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires, c'est très grave. Oui. Si aujourd'hui, en citant l'affaire de la Cour suprême qui s'est prononcée sur le dossier des élèves maîtres. Mais ça encore, c'est très grave. Oui. Et aujourd'hui, on peut pas accepter dans un état de droit que la Cour suprême rend une décision et que un ministre refuse quand même de l'appliquer. Nous sommes dans un état de droit. Et maintenant, si aujourd'hui, en tout cas, cette affaire, en tout cas, passe, demain, si la Cour suprême rend une décision et que le citoyen lambda refuse de l'appliquer, il pourra toujours brandir, en tout cas, la jurisprudence de Serigne Mbaye Thiam. Donc, ministre de l'Éducation. Effectivement, parce que si cette affaire passe, ça pourrait constituer une jurisprudence très grave. Donc, ça pourrait constituer un précédent très grave. Donc, c'est pourquoi, moi, en tout cas, je lance un appel et puis je demande solennellement au ministre, quand même, de se conformer par rapport à la décision de la Cour suprême, parce que nous sommes, Mamadou, dans un état de droit. Et dans un état de droit, les décisions de justice doivent s'appliquer erga omnes. Les décisions de justice aussi bien doivent s'appliquer aux citoyens lambda, mais aussi les décisions de justice doivent s'appliquer au pouvoir exécutif. Pour vous, la justice est absente de ces réformes? Mais tout à fait, Mamadou. D'ailleurs, si vous regardez en tout cas le Conseil constitutionnel, parce que déjà le Conseil constitutionnel, oui, on nous dit qu'on a réformé et qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 2 autres membres qui seront ajoutés, mais ces 2 autres membres-là, c'est toujours le président de la République qui les choisit par rapport à une liste que le président de l'Assemblée va lui soumettre. Mais c'est toujours le pouvoir. Mais en fait, que voulez-vous exactement concernant, par exemple, le Conseil constitutionnel? Aujourd'hui, moi, je pense que pour que le Conseil constitutionnel puisse jouir, en tout cas, d'une souveraineté absolue, d'une indépendance qui est tout à fait absolue, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on essaie de revoir la manière de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et qu'aujourd'hui, qu'on donne la possibilité aux avocats, en tout cas aux professeurs de droit, en tout cas tous les praticiens du droit puissent quand même apporter le mot là-dessus. Je vous dis, Mamadou, si vous prenez aujourd'hui le Conseil constitutionnel français, ils font 9 membres. Bon, en fait, disons 10 parce qu'il y a Valéry Giscard qui siège en tant que membre de droit. Mais sur les 9... Ancien président. Effectivement. Oui. Mais sur les 9 membres, le président n'en choisit que 3. Donc aujourd'hui, pourquoi on devrait accepter au Sénégal et que les membres du Conseil constitutionnel, l'exclusivité par rapport à la nomination des membres du Conseil constitutionnel soit réservée au pays. Et pour vous, ça pose un problème d'indépendance? Mais effectivement, ça pose un problème d'indépendance parce que, c'est une procédure qui ne répond pas aux standards internationaux par rapport à une démocratie qui se veut moderne. On va solliciter votre avis d'expert puisque vous êtes juriste consultant. Tout un débat jusqu'à maintenant sur l'avis ou la décision du Conseil constitutionnel qui a dit que le président, malgré sa volonté de réduire son mandat en cours, que cela ne peut pas se faire au regard de la Constitution. C'est un débat qui vous a intéressé en tant que juriste? Effectivement, c'est un débat qui nous a intéressé. Parce que moi, je pense que d'abord, par rapport à l'avis du Conseil constitutionnel et ses implications, moi, je pense que la question fondamentale n'a pas été posée. Et cette question fondamentale est celle de savoir est-ce qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel, en tout cas, bénéficie d'une souveraineté qui est tout à fait absolue. Et à cette question, Mamadou, moi, je pourrais prendre le risque de répondre par la négative. Pourquoi?
Parce que si vous regardez bien dans cette affaire, il y a eu une tergiversation de la part du Conseil constitutionnel. Et c'est là où le professeur Gadiaga, en fait que je salue de passage parce qu'il a été mon professeur en droit pénal en deuxième année, et c'est là où le professeur parle d'actes complexes. Mais moi, en lieu et place, j'utiliserai le terme tergiversation. Pourquoi? Je m'explique. Si vous regardez bien la lettre de transmission adressée au président de la République, le Conseil constitutionnel parle de décision. Oui. Si vous lisez entre les lignes, vous allez vous en rendre compte, le Conseil constitutionnel s'est adressé au président de la République en ces termes, je cite: Monsieur le Président, je vous fais parvenir 6 juin la décision numéro 1C 2016 rendue par le Conseil constitutionnel. Donc sur cette lettre-là, le Conseil constitutionnel parle quand même de décision. Oui. Mais si vous regardez en tout cas le document où le Conseil constitutionnel a eu à faire ses observations, sur ce document-là, le Conseil constitutionnel parle quand même d'avis. Donc ce sera très difficile pour le citoyen lambda, ce sera très difficile pour un profane quand même de déceler, en tout cas de savoir est-ce une décision ou bien est-ce un avis. Donc c'est pourquoi le professeur Mamadou Gadiaga parle quand même d'actes complexes. Mais je sais qu'aujourd'hui, en tant que juriste, le Conseil constitutionnel a été saisi par le biais de l'article 51. Oui. Et l'article 51 parle d'avis. Donc le Conseil constitutionnel ne saurait rendre une décision, mais plutôt un avis, parce que le Conseil constitutionnel a été saisi pour une question très, très bien précise, et que cette question-là, c'était pas, en fait, il était appelé en tout cas à rendre un avis, mais pas une décision. Professeur Gadiaga que vous citez, que nous avons reçu, a dit c'est à la fois un avis et une décision. Non, en fait, je ne partage pas son avis. Parce que sur cette affaire-là, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas rendre une décision et un avis. Très bien, chacun son avis, mais bon, il y a le référendum du 20 mars. Vous êtes citoyen, oui ou non? Bon, moi, en tout cas, en fait, je fais partie de ceux qui vont voter non. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tout cas, ces réformes-là, en fait, ce ne sont pas des réformes tout à fait satisfaisantes. Parce qu'en tout cas, il y a des points liés, en tout cas, à l'indépendance de la justice. Il y a des points, en tout cas, liés, en tout cas, au financement des partis politiques. Donc, c'est des questions que, en fait, on se retrouve. En fait, en tout cas, c'est des questions que on aurait souhaité les retrouver dans ce projet. Alors, votre sentiment pour finir par rapport à vos plaintes à Dakar et à Paris, est-ce que vous êtes confiant que vos plaintes auront une suite favorable ou aussi bien en France qu'au Sénégal, elles resteront lettres mortes? Bon, au Sénégal, sincèrement, on n'est pas du tout confiant. Vous êtes pessimiste? Effectivement. Et en France? Bon, en France, on est confiant. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne faites pas confiance à votre pays? Bon, en fait, c'est pas parce que je ne fais pas confiance, en tout cas, à la justice de mon pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la justice de mon pays nous a carrément, en tout cas, en fait, la justice de notre pays a montré quand même un silence vraiment assourdissant, pour ne pas dire un silence tout à fait complice, parce qu'on avait déposé les requêtes et il n'y avait aucune suite par rapport à ces requêtes-là. Et en fait, c'est ce silence-là qui nous a poussé quand même à saisir le parquet financier de Paris. Parce que si aujourd'hui le procureur de la République avait réagi, si aujourd'hui l'OFNAC avait réagi à temps, je pense que le comité n'aurait même pas besoin quand même de saisir le parquet financier de Paris. Et arrivé en France, on a été très bien reçus. Et ils nous ont quand même dit qu'il fallait quand même commettre juste en avant pour que l'affaire puisse avancer. Donc aujourd'hui, on est tout à fait confiant. Pourquoi on est confiant encore, Mamadou? Parce que cette affaire, encore une fois de plus, c'est une affaire qui pose aujourd'hui le problème des financements occultes et illicites des partis politiques. Et tant que nos partis politiques ne sont pas financés, nos chefs d'État ne seront jamais indépendants, parce qu'ils seront toujours, en tout cas, ils seront toujours redevables à l'Occident. Merci. Affaire à suivre. Babacar Ba, coordonnateur du Forum du justiciable du Sénégal. Bouba, c'est fini pour ce soir. Merci. Excellente soirée.